Bon, écoutez, bonjour à tous. On va commencer ce cours sur aujourd'hui les divers modèles de matière noire. Nous aurons un séminaire tout à l'heure de Gabriel Chardin qui va nous parler des détections directes de matière noire. Donc déjà, les contraintes astrophysiques que l'on peut avoir sur ces matières noires. Donc comme nous l'avions déjà dit dans les exposés précédents, nous pouvons maintenant voir la matière noire par les lentilles gravitationnelles. On avait bien discuté à deux dimensions la déviation des rayons lumineux par une masse qui est entre les galaxies de fond et l'observateur. Mais maintenant, on peut voir que, sur cette figure que l'on peut voir la matière noire maintenant en trois dimensions lorsque l'on a tous les redshifts, toutes les distances avec les redshifts des galaxies à la fois de fond et les galaxies qui font lentille. Donc ceci est un exemple qui n'est pas assez fréquent aujourd'hui, mais dans le futur, on aura beaucoup de ce genre de cartes à trois dimensions où on voit toutes les cartes des divers plans à divers redshifts qui font la déviation des rayons lumineux des galaxies lointaines. Donc vous voyez un peu la reconstruction à trois dimensions de la matière noire, ce qui va nous donner beaucoup d'enseignements dessus. Donc on a vu aussi la semaine dernière que la matière noire sauve la mise là, pour la formation des galaxies, puisque si on n'avait que des baryons, les baryons sont en équilibre avec les photons, avec le rayonnement, et oscillent avec des oscillations acoustiques et ne s'effondrent pas gravitationnellement. Alors par contre, dans ce petit schéma, on représente, ce schéma est dû à Wayne Hu d'ailleurs, on représente les oscillations, les fluctuations des baryons qui sont les petits points, si vous voulez, et puis la matière noire qui commence à s'effondrer réellement et qui entraîne un tout petit peu les photons. En fait, il y a un redshift gravitationnel à chaque fois que les photons remontent la pente. Donc vous voyez ici les diverses oscillations acoustiques. Et lorsque on recombine, c'est-à-dire lorsque le plasma électron-proton se recombine en atomes d'hydrogène, alors vous voyez les baryons tombent dans les puits de potentiel de la matière noire qui se sont formés un petit peu avant le découplage des baryons. Donc on a vu que la matière noire, que je vais abréger en Mn, ici, n'interagit pas du tout avec les photons, mais seulement avec la gravité, et c'est grâce à la matière noire qu'on forme les galaxies. Donc ceci est summarisé, si je puis dire, enfin résumé, dans ce diagramme où on voit la fluctuation de densité, donc en fonction du temps ou du redshift. Donc la matière noire qui s'effondre linéairement avec l'échelle, et bien avant que les baryons puissent se découpler. Vous voyez que les baryons, ici on a symbolisé les oscillations acoustiques avec les photons, ils sont stabilisés, ils ne peuvent pas s'effondrer. Ils attendent la recombinaison qui a lieu 380 000 ans après le Big Bang pour se découpler des photons et tomber dans les puits de matière noire. Donc les simulations cosmologiques nous montrent un petit peu ce qui se passe et justement quelle va être la nature de cette matière noire. Vous avez trois exemples, ici fait par Ben Moore à Zurich, de matière noire froide. Donc on va voir de plus en plus dans cet exposé les candidats, les principaux qui sont les WIMPs. Matière noire froide, c'est-à-dire lorsqu'elle se découple, elle est non relativiste, donc elle n'a pas de libre parcours moyen assez grand. Vous voyez la structure à grande échelle qui peut se former dans ces simulations, et à petite échelle autour d'un halo comme celui de la matière noire, où on voit des tas de petits halos autour, et on va voir que c'est un problème de la matière noire. Lorsqu'on a une matière noire tiède, alors soit on a des particules qui sont quasi-relativistes lorsqu'elles se découpent comme les neutrinos stériles de masse keV, ou alors on a un mélange carrément, un mélange de WIMP froid et puis de neutrinos très chauds, qui sont les neutrinos classiques à quelques électronvolts de masse. Donc ce mélange-là tiède ferait une structure à grande échelle qui a été nettoyée de ces petites structures, et notamment, ça marcherait mieux autour de la Voie lactée, on n'aurait pas tous les petits compagnons. Et finalement, la matière noire très chaude, les neutrinos classiques avec des électronvolts, qui sont relativistes complètement au découplage, et on élimine complètement les petites structures. Ça ne marche pas du tout, ça a été éliminé très tôt dans l'univers. Donc si on résume un petit peu et on quantifie cet effet, donc la matière noire chaude, ce serait les neutrinos classiques, matière de masse inférieure à 1 kilo-électronvolt. Tiède, ça pourrait être quelques kiloélectronvolts. Et puis les WIMPs, alors c'est 10 keV, on va voir que pour des raisons plus physiques, on pense à des GeV, mais c'est dans tout cet état de masse. Alors si on quantifie un petit peu quelles sont les structures qui sont éliminées par ce libre parcours moyen des particules qui sont relativistes, à ce moment-là, vous avez cette masse-là,
En anglais, c'est free streaming. Enfin, je vais le traduire par libre parcours des particules, hein, qui font une pression et qui empêchent les petites structures de se former. Et à ce moment-là, vous voyez que si la masse est de l'ordre de l'électronvolt, on va former seulement d'énormes amas de galaxies ou superamas, mais on ne formera pas les petites structures. Donc, c'est ce qui est reproduit dans ce dessin-là, dans ce schéma-là, où on voit en rouge la matière noire très très chaude. Là, il s'agit de la longueur d'onde, c'est-à-dire l'inverse des échelles. Donc, les petites échelles sont ici. L'échelle, si vous voulez, varie dans ce sens-là. Donc, en rouge, on forme que les grandes structures, et en bleu, la matière noire froide forme les petites et les grandes. Donc, il y a deux façons de former les structures, ce qu'on appellerait du haut en bas, formant les grands amas et puis fragmentés. Et ça, on sait maintenant que ce n'est pas vrai, parce que quand on remonte le temps, on voit qu'on a des tas de petites galaxies. Donc, on forme d'abord les petites structures et ensuite les grosses. Les amas et les superamas se forment aujourd'hui, sont en train de s'effondrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est déjà éliminé. Et nous sommes dans un univers de matière noire froide où on va de bas en haut, bottom-up si vous voulez, où on forme d'abord les petites structures qui ensuite se fusionnent. On dit que c'est un modèle hiérarchique parce que les petites structures se fusionnent pour former des grandes. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'on a des galaxies, au niveau des galaxies, on sait que la matière noire n'est pas concentrée du tout, que ce soit des petites galaxies naines ou des galaxies spirales, de par leur vitesse de rotation, ou bien de par leur dispersion de vitesse. On a montré que la matière noire se distribue en un plateau qu'on appelle cœur. Et ça, c'est un des problèmes. Par contre, dans les amas de galaxies, on voit ici un amas avec un certain nombre d'arcs gravitationnels qui permettent de déduire la distribution de matière noire. Mais aussi, on a vu dans les exposés précédents par Florence Duré qu'on avait beaucoup de rayons X qui montraient la présence de gaz très très chauds. Et l'équilibre hydrodynamique de ce gaz très chaud nous montre que la matière noire est très concentrée dans les amas. Donc les amas sont des structures qui marchent très très bien avec les simulations de modèles standards de matière noire froide parce qu'il y a vraiment un pic de densité de matière noire au centre qu'on appelle cusp ou cuspide. Donc pour les amas, le modèle standard marche très bien. Pour les galaxies, pas du tout. On n'a pas du tout de pic de densité. Il faut comprendre pourquoi on a un plateau. Alors ça, c'est curieux parce que dans les simulations numériques, par exemple, deux exemples, on a quelque chose qui est vraiment un petit peu indépendant d'échelle. Si vous faites, ici, c'est deux simulations de matière noire avec un cube qui a pour taille 300 kg par sec, qui représente un halo comme la Voie lactée, par exemple, avec tous ses petits compagnons. Donc un halo total de 2 puissance 12 masse solaire. Et par contre, ici, a priori, on a l'impression que c'est la même chose. Pas du tout. En fait, la boîte fait 2 mégaparsecs, presque 10 fois plus. On a une dispersion de vitesse bien plus grande et une masse qui est celle d'un amas de galaxies. Donc ici, c'est plutôt un halo noir d'amas avec les points qui sont des galaxies et non pas des petites galaxies naines ici, des galaxies géantes. Donc dans les simulations numériques, donc dans le modèle standard, on ne distingue pas ces deux échelles. Il y a une dépendance d'échelle, en fait, due à la gravité. Par contre, dans les observations, on sait qu'au niveau des galaxies, la matière noire ne prédit pas ce qu'il faut. Donc, il y a ces contraintes-là hein, pour essayer de savoir quelle va être la nature de la matière noire. Il y a aussi des contraintes sur le nombre de particules par unité de volume, par centimètre cube, si vous voulez. Donc ça, c'est un des ordres de grandeur assez intéressant. On va voir pourquoi. Alors, ce qu'on mesure, et on l'a vu dans les exposés précédents, qu'il y a une densité surfacique de matière noire constante dans les galaxies. On l'avait vu pour les galaxies naines, pour les galaxies spirales, qui nous donne une ordre de grandeur de la densité de matière noire au centre des galaxies. Alors, cette densité, c'est de l'ordre de 1 masse solaire par parsec cube. L'ordre de grandeur est facile à s'en souvenir. Ce qui nous donne en grammes par centimètre cube 10-22. Alors, si vous prenez le principal candidat du modèle standard, les WIMPs, qui ont, si c'est vraiment avec des interactions faibles, 100 gigaélectronvolts de masse, cette densité-là correspond à 1 WIMP par centimètre cube au centre des galaxies. Alors vous voyez que si on prend un autre modèle de matière noire avec des neutrinos stériles qui feraient des kiloélectronvolts, cette fois-ci on a 10 puissance 8. Il faut mettre 10 puissance 8 neutrinos pour faire la même densité. Donc le nombre va croissant si évidemment la masse des particules va décroissant. Et pour des actions qui sont les plus petites particules présentement supposées pour la matière noire, le microélectronvolt, nous aurions 10 puissance 17 actions par centimètre cube. Alors là on voit qu'il va y avoir des limites. On va peut-être pouvoir éliminer quelques modèles si ces particules sont soit des bosons, soit des fermions. On sait que la mécanique quantique nous dit que s'ils sont des fermions, on ne va pas pouvoir, par le principe de Pauli, les accumuler
complètement, il va y avoir une densité maximale. Alors, ce n'est pas vrai pour les bosons, mais, donc l'action, c'est un boson, justement, mais pour les neutrinos et les WIP, ce sont des fermions. Donc, on va voir si ça nous donne des contraintes. Et puis aussi, il y a une contrainte encore plus importante, et c'est pour ça que je vais la développer un petit peu plus, c'est la limite de Trimengen. Ce sont des travaux qui ont eu lieu en 1979, donc plus de 30 ans, mais qui découlent d'un principe de dynamique simple, qui est le théorème de Liouville, qui est connu depuis un siècle ou plus. Donc, ce théorème dit que lorsque vous avez un composant, des particules, si vous voulez, qui n'ont aucune collision entre elles, donc l'énergie est conservée, il n'y a pas de collision, la densité dans l'espace des phases est conservée. Cette densité dans l'espace des phases, on va l'appeler F. Donc F dépend des positions, à 3 dimensions, 3 positions et 3 vitesses. Donc, alors évidemment, je vous ai fait un petit schéma ici. En général, dans l'évolution d'un système dynamique, vous avez deux densités qu'on va pouvoir distinguer. C'est une densité microscopique où on peut suivre les particules, mais en général, ce n'est pas possible. Et puis une densité moyenne, si on ne résout pas. Alors, par exemple, ici, c'est une simulation d'une galaxie qui oscille dans un but potentiel. Ici, on voit les particules dans un domaine de l'espace des phases, si vous voulez, à une dimension, vitesse et position. On voit que les particules qui arrivent ici vont commencer à s'enrouler dans l'espace des phases. C'est classique pour tout système dynamique. On va avoir surtout des particules qui sont sans collision, donc qui ne peuvent pas rayonner et s'effondrer vers le centre. On va, par exemple, des étoiles, on va avoir, par exemple, à la position 0, on a une grande vitesse, et puis si on a une grande vitesse, on va avoir une petite vitesse, on a une grande position, etc. Donc on va enrouler cet espace des phases, on va avoir beaucoup de vide à l'intérieur, comme vous voyez, et donc la densité moyenne va être certainement inférieure à la densité microscopique, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de vide. Donc ce que je veux montrer par là, c'est qu'on a ce théorème qui nous dit que la densité est conservée, mais si vous prenez la densité moyenne, ça va se traduire par la densité ne peut que descendre, puisque de toute façon, il n'y a que du vide qui va se mélanger avec les particules dans l'évolution. Donc cette densité initiale va servir de densité maximum. On ne va pouvoir que diluer et non pas concentrer les particules. Alors si on prend cet effet, qui est bien connu en dynamique de particules sans collision, à ce moment-là, on l'applique à nos fermions. Alors par exemple, les fermions ont une densité maximum, on va voir, et puis surtout, c'est valable aussi pour les bosons, comme on va le voir tout de suite, c'est que dans l'univers au départ, lorsqu'ils se découplent, lorsque ces particules de matière noire vont se découpler du reste, alors il faut prendre le découplage, parce qu'avant le découplage, vous pouvez créer des particules, leurs antiparticules, le nombre n'est pas fixé. Dès qu'elles se découplent et que le nombre est fixé, à ce moment-là, vous avez un univers qui est homogène, vous avez une densité que vous pouvez calculer, et on peut le calculer. Et ensuite, on dit que la densité moyenne ne pourra être qu'inférieure à cette densité maximum. Ça veut dire que la masse des particules doit avoir un minimum. Sinon, vous ne pourriez pas accumuler. C'est le nombre de particules dans l'espace des phases, qu'on va appeler Q, la densité de l'espace des phases, c'est le nombre de particules sur le volume et sur le volume dans vitesse, c'est-à-dire la dispersion de vitesse au cube. Donc, c'est la vitesse et position dans l'espace des phases. Donc, cette limite-là, Trimengen l'avait trouvée à l'époque. Bon, la formule est assez compliquée, je ne la détaille pas, mais il l'avait trouvée à l'époque 1 keV par les paramètres qu'ils avaient choisis. Aujourd'hui, on dit plutôt que c'est 2 à 3 keV. Donc, ça veut dire qu'une matière noire qui sera des fermions et qui était à l'équilibre thermique au départ ne pourra pas être moins massive que cela pour pouvoir former des galaxies avec une densité de matière noire qui fait une masse solaire par parsec cube. Si on avait des plus petites masses que 2-3 keV, il y aurait besoin d'un nombre plus grand, et ce nombre plus grand violerait le principe de Liouville, de la conservation de la densité dans l'espace des phases. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé de densité de Pauli. Est-ce qu'elle donne une contrainte forte? En fait, non. La contrainte la plus forte est donnée par la contrainte de Trimengen. Ici, on peut calculer pour savoir si les fermions vont être dégénérés. C'est-à-dire qu'on a la densité maximum de Pauli. En astrophysique, on a des exemples de corps dégénérés qui sont les fins de vie des étoiles. Par exemple, le Soleil va, à la fin de sa vie, lorsqu'il aura épuisé son combustible, l'hydrogène qui brûle en hélium, il va devenir une naine blanche. Une naine blanche, ça veut dire que les électrons sont dégénérés et que la pression qui va équilibrer la gravité va être la pression de dégénérescence, la pression de Pauli des électrons. Si on avait une masse plus grande,
on s'effondrerait en étoiles à neutrons. Cette fois-ci, ce serait les neutrons qui sont dégénérés. On aurait une pression de Pauli qui va équilibrer la gravité. Et si on a une masse plus grande, on aura un trou noir, etc. Donc on connaît des exemples où les particules à une densité assez grande pourraient être dégénérées. Est-ce que c'est le cas? Alors on peut calculer pour une galaxie. Est-ce que le centre des galaxies, par exemple celles qui sont naines, qui ont le plus de densité volumique, on peut calculer la vitesse, on peut calculer donc le rayon critique de Kerr, on peut calculer donc la densité dans l'espace des phases, et on voit que, en faisant tous ces calculs, que cela nous donne une limite de 0,1 keV. C'est-à-dire que, comme on a déjà la limite de 2 ou 3 keV par Trimane-Hagen, on voit qu'on ne sera jamais dans ce cas-là. Donc la limite de la densité dans l'espace des phases va toujours primer par rapport à la densité de Pauli. Donc on n'a pas de matière noire dégénérée, en quelque sorte, si ce sont des fermions. Alors pour les bosons, eh bien, on peut faire un petit calcul de ce même genre, ce qu'a fait Madsen en 90. Alors pourquoi? Parce que bon, on sait très bien que la densité avec la thermodynamique de Fermi-Dirac, si vous voulez, lorsqu'on a un fermion, elle s'exprime comme cela, exponentielle de l'énergie sur kT plus 1. On voit qu'il y a une densité maximum. L'exponentielle, elle est toujours supérieure à 1. Donc on a ici un demi maximum, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas pour les bosons. On a la même chose, mais avec un signe moins. On voit bien qu'ici, on va pouvoir annuler le dénominateur. Donc la densité va pouvoir être infinie. Donc on n'a pas de limite pour les bosons de densité. Donc ces deux sont vraiment très différentes. Mais est-ce que vraiment la limite astrophysique va être différente? Pas tellement, finalement. Parce que lorsque on a, par exemple, des bosons qui seraient à l'équilibre thermique au départ, on sait que la densité de l'univers est homogène à l'époque, donc on connaît sa densité. Et on peut dire qu'il y a peut-être quelques petites fluctuations de densité, mais comme ce sont des fluctuations gaussiennes, on sait qu'elles sont très petites, celles qui ont une très forte densité, on peut appliquer cet argument statistique et savoir quel est le nombre, la probabilité de trouver une densité supérieure à une certaine densité dans l'espace des phases F, par exemple, ou distribution fine ou moyenne, comme je vous le disais. Et ce calcul a été fait ici pour des fermions relativistes ou des fermions non relativistes. Ici, on a à peu près ce qu'on avait trouvé pour l'énergie. Et puis pour les bosons, alors on a un peu la même chose, bosons relativistes et bosons non relativistes. Et finalement, la limite est à peu près similaire à un facteur de près à ce qu'avait trouvé aussi Trimane-Hagen en partant d'une densité maximum de fermions. Ici, c'est un petit peu la même chose pour des raisons statistiques et pour une raison que l'univers est homogène au départ, avec quelques petites fluctuations statistiques. Donc finalement, pour des bosons aussi, on va avoir une limite comparable. Alors vous allez me dire, pourquoi alors considère-t-on encore les actions qui font des microélectronvolts? C'est qu'ils ne sont pas à l'équilibre thermique, c'est autre chose complètement. Donc on a des degrés de liberté encore plus grands. Mais si vous avez des bosons ou des fermions en équilibre thermique au départ, vous avez une masse minimum qui est de 3 keV pour expliquer la matière noire, la densité de matière noire dans les galaxies. Alors on a vu que le principal candidat était un WIMP, un Weakly Interactive Massive Particle, qui a pour interaction, c'est ça l'hypothèse, que pour l'interaction, c'est l'interaction nucléaire faible. Donc la section efficace est connue, 3×10-26 cm3 par seconde ici. Donc, ou alors ça c'est la section efficace d'annihilation de ces particules au début de l'univers. Pour le neutralino auquel on va penser, sans doute la particule est égale à son antiparticule, donc elle va s'annihiler par elle-même. On sait que la masse doit être assez grande pour que ce soit une masse froide. La durée de vie doit être assez stable, on va voir ce que ça veut dire. Et puis, on doit avoir une densité relique qui correspond à la densité observée aujourd'hui. Alors, on sait que ces particules n'existent pas dans le modèle standard, donc on doit avoir une extension du modèle standard. Et celle qui est la plus considérée aujourd'hui, c'est la supersymétrie, où chaque particule du modèle standard a une symétrique, si c'est un fermion, un boson, ou si c'est un boson, un fermion. Et la particule la plus légère et celle dans laquelle toutes les autres vont se désintégrer, c'est le neutralino. Alors je vous ai dit que le neutralino est un fermion, ça veut dire que son supersymétrique dans le modèle standard est un boson, en fait, c'est une combinaison linéaire de xino, de bino, etc. Donc ce n'est pas une particule unique, une combinaison linéaire. Et puis, j'ajouterai à ce candidat, qui est un des candidats les meilleurs, aussi le candidat qui est dû à la théorie de Kaluza-Klein, que je vais
brièvement décrire ici, qui est basé sur l'hypothèse d'une 5e dimension. Alors pourquoi ceci va nous... Alors d'abord, je ne parlerai pas de tous ces candidats-là, hein, je parle des candidats les principaux. Je vais vous parler de Kaluza-Klein, peut-être de l'action du neutrino stérile, Neutralino qui est le principal, je l'ai mis en rouge, et quelques autres, mais aussi Wimsila qui est quelque chose de beaucoup plus massif que les WIMP. Alors pour le Kaluza-Klein, ça c'est un modèle relativement intéressant qui est très ancien, qui a été proposé par Kaluza juste après qu'Einstein ait développé la relativité générale, donc en 1919. Et il aura tout de suite rajouté aux 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps que proposait Einstein, proposé une 5e dimension et fait les calculs dans ce cas-là avec la gravité et aussi l'électromagnétisme, plus un champ scalaire, donc je ne le développe pas ici. Je n'ai pas le temps, mais en fait c'est assez complexe. Et puis, à l'époque-là, c'était complètement classique. Mais dans cette époque du début du XXe siècle très riche, il y avait Schrödinger qui développait la mécanique quantique. Donc en 1926, Klein a fait une interprétation quantique de toutes ces équations, et notamment en supposant que la 5e dimension, si vous voulez, est très petite, compactifiée, on ne peut pas la voir, hein, c'est pour ça qu'on peut la supposer, hein, elle n'existe pas pour nous. Elle est toute petite, en chaque point de l'espace, vous pouvez penser un petit peu à une boucle, et en quelque sorte, les particules qui vont se développer, bouger dans cet espace, vont avoir en quelque sorte des conditions périodiques. Il va y avoir comme des ondes stationnaires, si vous voulez, une condition, si lambda est la taille de ce petit cylindre, on va avoir une impulsion qui va être un multiple n de h sur lambda, lambda étant la taille de cette dimension. Donc vous voyez que l'énergie qu'on va attribuer à ces particules va être d'autant plus grande que la dimension est petite. Alors comme justement on ne les a pas encore détectées, ces particules, on pense qu'elles vont avoir une énergie plus grande que le TeV. Dans le LHC, on a à peu près détecté tout ce qui était jusqu'au TeV. Donc ça vous donne une idée de la dimension, de la taille de cette petite 5e dimension, qui est simplement l'inverse de celle-ci, 10-18 mètres. Donc vous imaginez que c'est quelque chose de très très petit. Alors pourquoi ces particules, y a-t-il des particules qui nous apparaissent très massives par ce subterfuge? Eh bien, je vais dessiner un tout petit schéma qui, j'espère, va être clair, je ne sais pas. Donc vous avez par exemple une dimension, hein, on va simplifier, un mouvement à une dimension de particules de petite masse m. Cette particule-là est une particule du modèle standard. Et il faut imaginer qu'il y a une 5e dimension qui va être la direction perpendiculaire. Par exemple, cette dimension, mais tellement petite qu'on ne la voit pas, elle est perdue dans le petit carré bleu. Donc si cette particule ne bouge pas dans la 5e dimension, on va supposer qu'elle a une énergie E qui est égale à mc2, évidemment, c'est l'énergie de masse, plus l'énergie cinétique, hein, son impulsion c'est 2c4 ou un 2000 mv2 s'il n'est pas relativiste. Et si P égale 0, elle va être égale juste l'énergie mc2. Maintenant, si cette particule-là bouge dans cette dimension, mais évidemment on ne la voit pas, donc il faut prendre un observateur qui ne voit pas la 5e dimension, à ce moment-là, son énergie va être P2C4, mais le P2 va être invisible. Donc l'observateur qui est dans le repère où on ne voit pas la 5e dimension va dire que cette énergie va être égale à mc2. Il va l'interpréter comme une masse. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on va avoir toute une série de particules, mm', pour toutes les particules qui vont bouger dans la 5e dimension. Et comme elles sont quantifiées, on va avoir des modes, en quelque sorte, des modes n, des ondes stationnaires, des harmoniques, avec un nombre n qu'on va appeler le nombre kk pour Kaluza-Klein. Okay, donc chaque particule du modèle standard, si vous voulez, a un partenaire de Kaluza-Klein qui est beaucoup plus massif. D'où la possibilité d'avoir une particule de matière noire qui, si ce nombre est conservé, pourrait être stable puisqu'on ne peut pas se désintégrer dans les particules du modèle standard. Donc cette 5e dimension nous apporte, je vais vous montrer avec les mains, hein, vous apporte une idée de la matière noire qu'on peut faire avec ces dimensions. Alors pour le WIMP, on a déjà parlé de ce miracle du WIMP et les précédentes semaines, nous avons parlé de ce miracle. Je décris un tout petit peu à nouveau, hein, simplement que les particules au départ sont en équilibre avec l'énergie des photons et l'énergie du plasma, et les particules et antiparticules sont en équilibre, donc vous pouvez en former autant que vous voulez.
elle s'annihile avec le taux d'annihilation qui est n sigma v, la section efficace, et puis la densité de particules. Lorsque cette densité, avec l'expansion, devient très faible, c'est-à-dire inférieure à 1 sur le temps de Hubble, donc le taux d'expansion, à ce moment-là, les particules seront tellement diluées qu'elles ne pourront plus s'annihiler, et donc on va geler la densité de particules à ce moment-là. Donc l'équation que l'on écrit, c'est celle-ci. En fait, si on n'avait pas du tout d'annihilation, on aurait une équation qui nous dit que la densité est en 1 sur R3, hein, puisque la taille de l'univers varie comme H. H, c'est le taux d'expansion. Donc, pour tout corps qui a une certaine densité ρ, elle va être en 1 sur R3 ici. Et puis ensuite, il y a la décroissance due à l'annihilation. Alors, si l'annihilation est due à l'interaction faible, on a exactement la densité oméga au découplage qui est égale à 20,20, c'est-à-dire 20% de matière noire, et c'est ce qu'on observe dans l'univers. Donc ça, c'est vraiment la coïncidence qu'il nous faut pour une masse de 100 GeV. Alors ce petit schéma vous résume un petit peu ce miracle. Vous avez ici le nombre de particules sur l'entropie, mais c'est Y, et puis en fonction de l'abscisse, où vous avez soit la température d'un côté, soit le rapport X, qui est le rapport de masse sur la température. Et donc, que se passe-t-il? Donc, dans la zone 1, ici, vous avez un équilibre parfait, donc le nombre est constant. Et puis, tout d'un coup, ça s'annihile, si vous voulez, donc c'est quand même encore à l'équilibre. Et ça s'annihile en exponentiel. Et si vraiment il n'y avait pas d'expansion, vous auriez... Ça, c'est simplement parce que la température décroît. Alors, les échelles, vous ne les voyez pas beaucoup, mais ici, c'est des nanosecondes. Et ici, c'est des GeV. Donc, c'est vraiment au tout début, après le Big Bang, un nanoseconde après le Big Bang. Que se passe-t-il? Donc, s'il n'y avait pas d'expansion, on ne diluait pas les particules, eh bien, on n'en aurait plus du tout à la fin, elles seraient toutes annihilées. Mais tout d'un coup, à ce moment-là, on a, selon la section efficace, évidemment, on a un gel qui fait que l'annihilation est stoppée. À ce moment-là, on arrive à une densité constante, qui est l'abondance standard. Alors, vous voyez qu'il y a un équilibre subtil à faire entre la masse des particules et le taux d'annihilation, donc le taux de l'interaction faible et des masses des particules. C'est pour ça qu'on a un accord parfait avec le WIMP. Alors, j'ai décrit ce découplage thermique, où on a l'abondance gelée. Il y a un autre découplage qui se fait, un découplage cinétique, et qui est intéressant parce que justement, c'est celui qui va nous donner l'échelle caractéristique qui va être nettoyée pour l'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire quelles sont les structures qu'on va pouvoir former. Alors pourquoi on va avoir un deuxième découplage thermique? C'est qu'au départ, alors ici c'est encore très très près du Big Bang, vous voyez que la température est 10 puissance 13 Kelvin ici, jusqu'à 10 puissance 11 Kelvin, on est vraiment dans les premières secondes de l'univers. Donc on a découplé en abondance ici, et dans cette région-là, on a encore un plasma, et le WIMP interagit encore avec le plasma et le photon, et suit le photon. Alors le photon, sa température décroît, on l'a vu, comme 1 plus n, c'est-à-dire dans l'expansion, le rayon caractéristique est en 1 plus n, c'est-à-dire le redshift, on a fait l'équivalence entre taille de l'univers et redshift. Et donc, la température du photon, elle, comme l'énergie est justement exactement h nu, qui est l'inverse de la longueur d'onde, ça varie en 1 plus z. Par contre, les particules de WIMP qui ne sont pas relativistes, leur énergie en V2 va croître comme la taille au carré de l'univers. Donc, ce sera en 1 plus z2. Donc, si elles étaient isolées, elles vont décroître beaucoup plus vite que la température des photons. Alors, au début, elles sont encore couplées. Donc, elles suivent, si vous voulez, et ensuite, on se découple. Et la température du WIMP va décroître beaucoup plus vite. Alors ça, c'est intéressant parce que dans toute cette période-là, vous aurez le principe de libre parcours qui va être assez grand. On va éliminer les petites structures jusqu'à cette époque-là. Donc pour savoir quelle est la plus petite structure que vous allez former, il faut connaître ce découplage cinétique. Donc voici un peu les principes. Voici un petit peu l'état des lieux des candidats de matière noire. En fonction de leur masse. Alors, ce qui est encore fantastique, c'est qu'encore aujourd'hui, on a 20 ordres de grandeur, on ne sait vraiment pas quelles sont les masses. On a quand même les WIMP qui sont les candidats favoris, les actions, les neutrinos stériles, etc. Et surtout, l'inconnu, c'est avec quelle force
avec quelle interaction ces particules matière noire vont interagir avec le monde ordinaire, c'est-à-dire avec les particules standards, avec les particules du détecteur. C'est ça qu'on ne sait pas. Alors pour l'instant, on pensait que la force d'interaction serait peut-être faible ou un peu plus, etc. Mais on n'en détecte pas, on va le voir dans le séminaire tout à l'heure. Et puis, on descend, peu à peu, on va obtenir que ces particules n'auront pratiquement aucune interaction, sauf par gravité. Mais alors là, on y est déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà détecté ces particules par la gravité, et on ne pourra pas faire mieux. Donc peut-être à ce moment-là, il faudra s'arrêter de chercher ces particules, en tout cas dans la recherche directe. Alors voici ces recherches directes qui vont être développées dans le séminaire tout à l'heure. Le principe, il y a énormément d'expériences qui ont des détecteurs qui sont très très purs. On va le voir avec Edelweiss. Gabriel Chardin, qui va parler tout à l'heure, était un des fondateurs d'Edelweiss. Donc le principe, c'est qu'on pense qu'il y a des neutralinos qui nous entourent. Alors là, on va voir aussi si c'est vrai, combien on peut prédire. Et puis, certains vont interagir avec un noyau du détecteur et on va détecter l'énergie qui est l'énergie de recul du noyau de matière ordinaire. Pour l'instant, il n'y a pas de détection, mais en fait, c'est un petit peu ce modèle standard là, de supersymétrie que l'on attend. Ce n'est pas ces particules dont j'ai déjà parlé, ou alors des actions. Alors, pourquoi c'est très difficile? Voici les chiffres. Dans un détecteur d'1 mètre cube, et pourtant on n'y est pas encore dans le mètre cube, mais bientôt on va atteindre 1 tonne de matériel, il y a à peu près 10 puissance 30 baryons. Et dans ces 10 puissance 30 baryons, on attend quelques événements par jour, c'est-à-dire quelques interactions de neutralinos avec des baryons. Il y a à peu près 10 puissance 13 WIM qui traversent le détecteur. Donc il y a une très faible partie qui vont interagir. Donc c'est pour ça qu'il y a essentiellement du bruit qui est détecté couramment, c'est-à-dire des rayons cosmiques, la faible radioactivité qui est pourtant réduite au maximum. Mais ce qui aide aussi, c'est qu'on s'attend à avoir des variations saisonnières de ce signal d'annihilation. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous avez de la matière noire en bleu ici, le Soleil se déplace dans la galaxie avec 220 km par seconde, enfin la rotation fait 200 millions d'années, donc on a le temps, on peut supposer qu'il est fixe. Et puis ce qui bouge par contre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil en un an. Donc sa vitesse, donc pour vous donner une ordre de grandeur, c'est 30 km par seconde. Donc ça va être quand même sensible. Et si on s'approche des particules, c'est un peu comme vous courez sous la pluie, vous avez plus de pluie si vous courez dans un sens que dans l'autre. Donc on va supposer qu'on va avoir une détection sinusoïdale avec une période d'1 an. Donc c'est ça qui sauve, on va sortir le signal du bruit. Alors ces détections sont un petit peu dans tous les pays, dans tous les continents. La machine qui marche le mieux actuellement, c'est Lux, mais parfois c'était Lux est aux États-Unis. Edelweiss a été un des meilleurs pendant un certain temps. Et puis les résultats sont ici avec la masse des particules. Vous voyez que nous sommes là comme limite supérieure, qu'il y en a qui ont détecté quelque chose avec une signature d'1 an, le DAMA, mais en fait personne n'y croit parce qu'il y a des limites supérieures encore plus basses. Donc sans doute ils ont détecté quelque chose, mais quoi? Ce n'est certainement pas ce qu'on cherche. Et puis vous avez quand même ici toute une en rose, je ne sais pas si vous voyez le SUSY, la MSSM, vous avez encore tout un domaine possible de recherche de matière noire. Ici, ou alors vous avez le Kaluza-Klein ici qui pourrait se mettre là, ou bien alors la matière noire magnétique, etc. Enfin, un certain nombre de candidats qui sont mis avec des couleurs un petit peu ombrées, qui sont encore possibles, qui ne sont pas encore éliminés par les recherches. Mais si vous extrapolez dans le temps, on voit qu'on va obtenir la limite environ en 2026 où on pourra arrêter ces recherches. Donc on ne va pas payer encore pendant très longtemps. Alors, si ce ne sont pas des recherches directes, ça pourrait être des recherches indirectes. Indirect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux neutralinos, aujourd'hui, contemporains, vont s'annihiler pour donner des particules du monde standard, des quarks, des leptons, des bosons, tout ça va se désintégrer, va former des gamma, des rayons gamma, ou bien des positrons, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a été gelé au début de l'univers, il n'y a plus d'annihilation possible. Oui, c'est vrai pour une densité moyenne de l'univers, qui est très très faible. Mais si vous reconcentrez cette matière noire dans des galaxies, ou bien dans des étoiles, par exemple le Soleil va peut-être concentrer quelques neutralinos, alors la densité va être augmentée, et vous allez peut-être avoir quelques annihilations. Donc c'est ça que l'on voudrait
espérer, c'est qu'on a des structures aujourd'hui qui sont beaucoup plus denses que la densité moyenne de l'univers où il n'y a aucune annihilation possible. Donc dans ces structures, on va pouvoir annihiler, on sait la section efficace d'annihilation, et on s'attend à trouver tous ces positrons, etc., avec une certaine signature spectrale, puisque l'énergie, on la connaît, c'est environ 100 GeV, et on espère trouver un signal avec cette énergie-là. Alors cette recherche se fait, alors pour les rayons gamma, c'est essentiellement dans l'espace, puisque l'atmosphère ne laisse pas passer ces rayons très énergiques. Actuellement, il y avait autrefois Egret, un satellite gamma, aujourd'hui à Fermi, qui a été lancé en 2008 pour 5 ans. En fait, ça fait 7 ans qu'il tourne, mais il a encore de résultats, donc il a énormément baissé les limites supérieures, donc Fermi. Et puis, on a aussi des détecteurs de neutrinos, ou par exemple Antares, sous la mer, près de Toulon. Vous avez une petite image ici avec plein de détecteurs de lumière qui sont les résultats de la désintégration. Ou alors de la glace. Au pôle sud, vous avez Amanda, qui est la même chose qu'ici, des détecteurs, avec des grandes rangées de détecteurs, mais sous la glace, à peu près 1 kilomètre de glace. En général, on regarde les neutralinos qui arrivent de l'autre côté de la Terre. La Terre sert de filtre, en fait, pour les rayons cosmiques, etc. Donc, on se sert. Alors, l'idée, c'est par exemple la plus grosse masse à laquelle on peut penser qui peut concentrer les neutralinos, ce serait le Soleil. Le Soleil est très proche, tout de même. On peut penser que par sa gravité, le Soleil attire quelques neutralinos et on a une annihilation que l'on va détecter. On détecte aussi au sol. Vous avez ici en Namibie des télescopes qui au rayon gamma. Alors vous allez me dire, oui, mais l'atmosphère ne laisse pas passer les gamma. C'est vrai, mais on se sert de l'atmosphère comme détecteur, c'est-à-dire voici un peu le schéma. On a un rayon gamma très très énergétique qui vient de l'annihilation de la matière noire et qui interagit avec l'atmosphère, qui crée des particules chargées. Alors, il en crée un certain nombre, c'est une avalanche, donc une gerbe, si vous voulez, une gerbe de particules qui va se retrouver là. Et puis, il y a des particules tellement énergétiques qu'elles sont superluminées, c'est-à-dire il y a toujours dans le milieu qui est l'atmosphère une vitesse de la lumière qui est C sur N, N étant l'indice du milieu. Donc, on peut très bien avoir des particules qui ont une vitesse un peu supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Et donc, un peu comme un avion supersonique qui fait un bang, ici on aura un choc. Lorsqu'on a une particule qui est plus grande que la vitesse de la lumière, vous avez un choc qui est une lumière Cherenkov. Et donc, on a une impulsion qui dure quelques nanosecondes d'une lumière qui va éclairer tous les télescopes. Donc, ces télescopes, en fait, recueillent de la lumière UV, en fait, lumière bleue ou violette. Et ils sont très sensibles à des impulsions, puisque l'impulsion, le signal est très très court. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé d'annihilation encore. Mais ce flux d'annihilation, on peut le calculer, puisqu'on a la section efficace, on a des modèles cosmologiques qui nous donnent la densité partout de particules de matière noire. On peut calculer le flux attendu qui va être proportionnel au carré de la densité de matière noire, puisque c'est des collisions entre ces particules qui sont les neutralinos sont leurs propres antiparticules. Donc on a N2 ici. Donc on peut calculer ceci. Alors est-ce que ce sont les petits halos qui ont une densité au cœur plus grande qui vont avoir des signaux plus forts? Ça a été une question pendant longtemps. Ster et al., tous ces papiers-là ont montré que finalement non, c'était le cœur de la Voie lactée qui allait être le plus grand. Ici on a une image du flux attendu de rayons gamma dû à l'annihilation des WIMP. Ici c'est le centre de la Voie lactée et puis c'est ses petits compagnons. C'est une échelle log qui remet bien en évidence tous les détails, mais vous voyez qu'en linéaire, c'est surtout le centre de la galaxie qui va être l'émetteur le plus abondant. Donc quand on regarde quantitativement, on voit que ce qui est prédit, c'est les petits points. Les détecteurs gamma, auparavant, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas capables de détecter ce signal, mais Fermi, en un an ici, en plusieurs années ici, est tout à fait capable de le détecter. Hélas, on n'a toujours pas détecté. Mais c'est quand même difficile parce que vous allez voir, on a peut-être des signaux astrophysiques qui se mélangent. Alors voici une vue du ciel de Fermi lorsqu'il avait 2 ans d'observation. Actuellement, on a des vues de 4 ans, mais enfin, ça ressemble un peu à ça. Ici, vous voyez qu'on a une richesse. Évidemment, Fermi n'a pas été lancé rien que pour détecter la matière noire, bien que ce soit un des moteurs. Mais il y a énormément de sources en fait dans le ciel. Vous avez des sources qui sont des trous noirs, des noyaux actifs de galaxies, des quasars ici, tout ça c'est des extragalactiques.
Et vous avez une émission de la Voie lactée qui est due à plusieurs choses. D'abord, lorsque les rayons cosmiques rencontrent les protons et les neutrons, donc le gaz H1, H2, le gaz moléculaire, atomique, ça fait des rayons gamma. Donc vous avez tout le gaz est observé ici. Si vous faites la corrélation avec le gaz détecté en molécule CO ou en H1, c'est ça. Et puis, vous avez des sursauts gamma qui sont à des distances cosmologiques. Vous avez aussi des éruptions solaires, des pulsars, surtout beaucoup de pulsars dans la Voie lactée. Un grand nombre de sources astrophysiques. Donc, on va essayer d'enlever toutes ces sources astrophysiques. Par exemple, ici, on a enlevé tout cela. Et on voit s'il y a des résidus qui pourraient être dus à la matière noire. Alors, surprise, oui, il y a une bulle qui a été détectée, deux bulles de Fermi, deux bulles de rayons gamma. Vous voyez, ces excès-là qu'on voit. Alors là, tout de suite, formidable, on a détecté la matière noire. En fait, c'est bizarre parce qu'elle est perpendiculaire à la Voie lactée. Ce n'est pas complètement rédhibitoire parce qu'on pourrait très bien avoir un halo qui est prolette par rapport à un halo oblette. Mais en fait, quand on regarde de près, ça ne correspond pas à la matière noire parce que le spectre, l'énergie en fonction de la longueur d'onde ne correspond pas à ce à quoi on s'attend. Et en plus, quand on compare aux autres émissions, par exemple les émissions radio centimétriques ou les émissions en millimétrique, par exemple WMAP, mais aussi Planck a vu cela, on voit la même bulle. Donc on a des émissions qui sont à un grand nombre de longueurs d'onde et qui semblent être des électrons dans les champs magnétiques, donc l'émission synchrotron, et non pas du tout les émissions gamma dues à des annihilations de matière noire. Donc ce serait plutôt, et c'est intéressant de découvrir tout de même quelque chose qui va nous renseigner sur la Voie lactée, on a une énergie assez grande, 10 puissance 54 à 10 puissance 55 R. Pour vous donner une idée, une supernovae, c'est 10 puissance 51, donc c'est 1000 ou 10 000 supernovae. Il y a à peu près 10 millions d'années, très peu, c'est très court, 10 millions d'années, il y a eu un sursaut. Alors on ne sait pas ce que c'est soit notre trou noir central, on sait que dans la Voie lactée, il y a un trou noir qui fait 4 millions de masses solaires. Il n'est pas actif du tout, il dort complètement, mais peut-être qu'il y a 10 millions d'années, il a fait un sursaut. Ou alors un sursaut de formation d'étoiles. Pour l'instant, c'est très calme, mais peut-être qu'il y a 10 millions d'années, il y avait un sursaut de formation d'étoiles qui a injecté du gaz. Voici ce qu'on a détecté récemment par Carretti et al. En Australie. Bon, le centre de la galaxie est vu surtout dans l'hémisphère sud, donc c'était le télescope australien qui a fait cette cartographie. C'est quand même gigantesque, parce que ça fait 10, 20, 50 degrés en dessus de la Voie lactée. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a du champ magnétique qui est polarisé, enfin l'émission est polarisée, ce qui vous donne le champ magnétique. Elle est dépolarisée sur la Voie lactée parce que la colonne de visée est très riche en plasma, d'électrons, etc., dû à la Voie lactée, et ça dépolarise complètement. Mais tout ce qui est au-dessus est polarisé, ce qui nous dit que c'est bien l'émission synchrotron et certainement dû soit à un noyau actif, soit à une formation d'étoiles. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être s'il y avait une activité du trou noir, ce serait un petit peu ce que la vue d'artiste ici. Une étoile peut être tombée sur le trou noir et avoir été mangée et ainsi avoir un jet. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que normalement, on a un jet qui est très collimaté, comme celui-là, mais celui de Feigenberg, dans les gamma, semble voir un jet ici qui serait... alors, une vue d'artiste vous dit un petit peu ce qu'il faut voir, c'est-à-dire quelque chose qui émet plus dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'on voit une bulle et non pas quelque chose de collimaté, c'est que le jet pourrait précesser, comme ça, et former un... C'est possible. Mais le meilleur modèle, c'est plutôt une formation d'étoiles. Donc il y a 10 millions d'années, il y a eu peut-être un sursaut de formation d'étoiles, donc une émission synchrotron, des supernovae. Un exemple dans une galaxie proche, c'est Messier 82, qui a eu un sursaut de formation d'étoiles aujourd'hui. Et on voit une galaxie qui est vue par la tranche, et perpendiculaire au plan, on a un jet de rayons X, de gaz très chaud, et aussi en rouge de poussière. Donc on a plein de gaz qui a été éjecté, donc on pense que c'est plutôt une formation d'étoiles qui a éjecté ces bulles. Donc les bulles en gamma seraient dues à une formation d'étoiles, mais pas forcément de matière noire. Qu'est-ce qui reste quand même? Donc il faut peut-être retrancher cette émission de bulles pour voir ce qui reste et est-ce qu'on peut quand même être compatible avec l'émission de matière noire. Alors, voici ce qu'ont fait Calor et al. Ils ont éliminé, alors tout ce qui est en gris, je ne sais pas si vous voyez bien, tout ce qui est en gris, c'est la bulle de gamma qui serait due à la formation d'étoiles. Ici, c'est près du centre galactique, c'est l'émission de H1 et H2, des rayons cosmiques. Et puis, il reste cette partie qui serait peut-être compatible avec un profil de matière noire, mais qui serait
très piqué au centre, comme est prédit dans les simulations, donc un profil de Navarro-Frankenwhite. Donc, ce n'est pas complètement incompatible, mais c'est quand même assez incertain. Alors, certains y voient aussi dans le spectre un excès à 2 gigaélectronvolts. Vous voyez, maintenant, on le met en fonction de l'énergie de ces gammas. Et c'est une signature, si vous voulez, un petit peu plus grande. Vous avez en bleu et rouge les émissions astrophysiques de gamma. En bleu, c'est l'émission Compton inverse, c'est-à-dire des électrons qui heurtent le fond cosmologique de photons à 3 degrés K et qui leur donnent de l'énergie et font des gamma. Donc ça, c'est en bleu. Et puis en rouge, vous avez les pions qui viennent des rayons cosmiques et à la collision avec H1. Donc vous voyez que l'émission astrophysique est bien supérieure. Et ensuite, le résidu, certains l'ont interprété comme une bosse due à des désintégrations, enfin annihilation de matière noire qui serait avec des canaux en quark bottom ou bien en mu+, mu-, etc. Donc, ce n'est pas complètement incompatible, mais c'est quand même à rechercher en dessous du signal astrophysique, avec des masses de matière noire qui seraient 50 GeV. Alors justement, est-ce qu'on sait, on a vu que peut-être le halo serait prolète, est-ce qu'on connaît la forme du halo dans notre galaxie? Pas beaucoup. Et ça rejaillit aussi sur les mesures directes, pour savoir combien on a de matière noire au niveau du Soleil. Si on veut détecter des WIMPs dans les tunnels, il faudrait savoir si on a beaucoup de matière noire prédite par l'astrophysique. En fait, on n'en sait pas beaucoup, parce qu'on a la courbe de rotation dans le plan, donc on sait quelle est la distribution radiale de matière noire, mais perpendiculairement au plan, on n'en sait pas beaucoup. On a des satellites qui ont des phénomènes de marée, des cours de marée, mais ils ne sont pas à l'équilibre. Donc c'est très difficile. Et dans la littérature, vous voyez à la fois la géométrie prolate ou oblate est assez... Alors évidemment, le cas le plus favorable, c'est celui-ci. Si vous aplatissez la matière noire, vous en avez beaucoup plus au niveau du Soleil pour détecter. Alors voici une compilation récente qui vous montre quelles sont notre connaissance sur la densité de matière noire au niveau du Soleil, en masse solaire par parsec cube. Alors ça remonte, ça c'est les échelles humaines, si vous voulez. En 1920, on commençait à détecter déjà, à savoir Kapteyn, Jeans, Oort par exemple, étaient des astronomes qui avaient essayé de calculer la matière noire qu'il y avait au niveau du Soleil. Vous voyez qu'ils se trompaient d'un gros facteur, il y avait peut-être 0 ou peut-être un certain facteur. Et puis aujourd'hui, donc autour de l'an 2000, on a fait un zoom sur cette période-là. On a un petit peu moins de barre d'erreur, mais quand même, on a des modèles qui vont jusqu'à 0. Ça, c'est très dangereux pour ceux qui, depuis 30 ans, essaient de détecter les particules dans les tunnels, quand même. Mais on a un espoir, on est en 2015 ici, on a l'espoir qu'on aura une plus grande précision bientôt grâce à Gaia. Gaia, c'est un satellite astrométrique qui a été lancé en 2013 et qui va nous donner la position et les mouvements propres des étoiles dans la galaxie. Donc on va pouvoir bien estimer à la fois la densité des baryons. Les baryons sont ici pour l'instant, mais on ne sait pas bien quelle est la quantité de baryons. Vous voyez que la densité de matière noire, c'est 0,01. Celle de baryons, c'est 10 fois plus. Donc au niveau du Soleil, on n'est pas dominé du tout par la matière noire, on est dominé par les baryons. Donc si on fait une incertitude de 10% sur la densité de baryons, il n'y a plus de matière noire. C'est ça le gros problème, c'est qu'on n'est pas dominé par la matière noire. Et surtout, le gaz est très important et on ne sait pas vraiment détecter la matière moléculaire. Alors, les simulations montrent aussi qu'on a des grandes variations possibles au niveau du Soleil. Ce qu'on sait, c'est qu'on s'attend à ce que la matière noire ne tourne pas dans la galaxie. Le Soleil tourne, mais la matière noire est fixe. Donc nous, qui bougeons avec le Soleil, on s'attend à bouger avec une vitesse de 220 par rapport à la matière noire. Par contre, la matière noire a une dispersion de vitesse qui serait maxwellienne, qui aurait peut-être cette forme-là de 270. Donc on pense qu'on va avoir une certaine vitesse par rapport à la matière noire, et puis peut-être que la matière noire elle n'est pas homogène. Et voici un petit peu la variation que vous pouvez avoir si vous tournez dans le plan de la galaxie au niveau du Soleil. Donc si le Soleil est dans une période bleue, là, ce ne sera pas très favorable. Donc tout ça, on peut l'estimer, mais on ne sait pas du tout si notre halo est aplati, allongé, ou quels sont les rapports des axes en fait. Notre halo de matière noire doit avoir cette forme-là. Ça, ce sont les simulations qui nous le disent. Curieusement, l'aplatissement moyen des halos de matière noire est plus fort que celui des galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques, pourtant, sont des sphéroïdes qui ressemblent beaucoup à la matière noire. C'est fait d'étoiles qui ne sont sans collision, donc c'est un matériau qui... Et pourtant, ils sont plus ronds.
On ne sait pas encore pourquoi, parce qu'en fait, c'est certainement parce qu'au début, il y avait plus de gaz, et qu'ils viennent de la fusion de galaxies, mais les halos de matière noire aujourd'hui viennent aussi de la fusion de halos noirs, donc ce n'est pas encore très, très bien compris, mais on sait que l'aplatissement des axes est plus grand que pour les galaxies elliptiques. Alors, les plus petites structures qu'on forme, dans ces simulations numériques, il y a un travail assez intéressant de l'élément θ qui a essayé d'aller en résolution, de gagner en résolution, beaucoup plus que les autres simulations. Ici, vous avez une simulation en bleu, et puis dans ce petit coin, un zoom d'un facteur 100. Vous voyez que le petit carré rouge, c'est ce petit carré-là, avec 100 fois plus de résolution. Donc on multiplie les particules, on les divise en masse, et puis dans ce petit carré-là, on a encore un facteur 100, ce qui leur a permis d'avoir une résolution en masse qui était bien plus petite que la taille de la Terre. La Terre, c'est à peu près 10-6 fois la masse du Soleil, 10-5, 10-6. Et donc, ils ont pu voir que la plus petite particule, enfin, le halo de matière noire, le plus petit, avait une masse terrestre. Alors, voici un petit peu le spectre de masse obtenu dans cette simulation, avec des particules de matière noire froide qui viennent de Suzy avec Sanjeev. Donc, vous avez cette loi de masse, et vous voyez qu'on pique ici à 10-6, 10-5, qui est la masse de la Terre, et qui est la masse de Jeans qui s'effondre. Plus petit, vous ne l'aurez pas parce que vous avez ce libre parcours moyen des particules de matière des WIMP qui empêchent de former des structures plus petites. Mais la plus petite des structures, donc, c'est une masse terrestre. Ça, c'est très intéressant parce que est-ce qu'on pourrait en voir finalement? Dans la Voie lactée, on s'attend à trouver 10 puissance 15 de ces structures, beaucoup plus que d'étoiles. Les étoiles, il y en a 10 puissance 10. Donc, il y aurait 10 000 à 100 000 fois plus de ces petits halos noirs que des étoiles. D'où, peut-être, on pourrait annihiler les neutralinos dans ces structures. Alors, est-ce qu'il pourrait y en avoir une qui traverse le système solaire? Oui, peut-être. Tous les 1000 ans, il y en aurait une. Bon, si on a la chance. Mais en tout cas, on a quand même quelques problèmes, puisque dans une précédente leçon l'an dernier, je vous avais dit qu'on avait des expériences de micro-lentilles gravitationnelles, les Macho, les Ross, etc., qui avaient éliminé, par lentille gravitationnelle, par déflexion, toutes les masses qui étaient entre 10-7 et 5. Or là, on a 10-6, on aurait dû les voir. Quand on regarde les lentilles gravitationnelles vers le nuage Magellan, on traverse beaucoup la Voie lactée et on aurait dû voir de telles structures qu'on n'a pas vues. Donc il y a quand même quelques limites et peut-être que ces simulations ne sont pas exactement exactes. Alors, donc, il me reste, je vais essayer donc de faire le point sur les mesures indirectes. Alors les mesures indirectes, il y a énormément de groupes qui ont prétendu en voir, de voir des signatures avec non seulement Fermi, mais aussi d'autres, Pamela Hess, des détections de rayons gamma. Et à chaque fois, il y a un problème. Par exemple, celle-ci, d'abord, il y a un signal tellement fort qu'il faut augmenter d'un facteur 1000 la section efficace d'annihilation, ce qui est un problème. Et puis ensuite, on le voit, la signature envers une petite galaxie naine qui s'appelle Draco, mais on ne le voit pas dans Virgo. Or, Virgo, le signal de Virgo, d'accord, il est beaucoup plus loin, il est à 17 mégaparsecs au lieu de 80 kiloparsecs, qui est la distance de Draco. Donc on a un rapport de distance au carré, mais comme la masse est beaucoup plus grande dans Virgo, on aurait dû voir un signal dans Virgo 4 fois plus grand que le signal dans Draco. Donc il y a un problème. Et donc ils essaient de contourner le problème en disant que finalement, il n'y a peut-être pas de particules, enfin de structures de petite échelle, et que la matière noire serait tiède et éliminerait toutes les particules faibles. Mais je pense que ces modèles sont quand même un petit peu bancals, si je puis dire. Un autre, par exemple, Frank et al., ont trouvé aussi des rayons de gamma avec Fermi dans les amas, mais récemment, cette émission qu'ils avaient interprétée comme l'annihilation de particules de matière noire, Joger et al. Ont montré qu'elle venait de sources ponctuelles, c'est-à-dire que c'était plutôt des objets compacts, binaires, ou bien des pulsars, etc., et non pas quelque chose de diffus. L'émission attendue par l'annihilation est diffuse. Et puis finalement, il y a quand même une contrainte qui élimine aussi ces hypothèses. C'est le dernier résultat de Planck qui a été donné en fin 2014, qui est que si on avait eu une section efficace un petit peu plus grande, on pourrait expliquer toutes les signatures vues par Fermi, etc., à ce moment-là, on aurait eu, au début de l'univers, énormément d'annihilation de ces WIMPs,
Donc beaucoup d'énergie qui se verrait dans les fluctuations cosmologiques du corps noir. Donc ces fluctuations-là qu'on observe avec Planck, on peut mettre une limite supérieure sur le nombre d'annihilations qui est des WIMPs, et finalement ça élimine tout ce qui avait été publié sur Fermi, AMS, Pamela. Donc finalement, hélas, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas détecté par mesure indirecte ces annihilations. On a aussi montré par Planck que le nombre de neutrinos serait de 3. Donc il n'y aurait peut-être pas de neutrinos stériles. Je dis peut-être parce que cette conclusion n'est pas une mesure directe du nombre de neutrinos, mais c'est une mesure complètement indirecte en supposant le modèle standard vérifié. Mais il y a quelques tensions. Donc si vous ne supposez pas le modèle standard vérifié, à ce moment-là, vous pouvez avoir un nombre de neutrinos plus grand. Donc ce n'est pas quand même complètement rédhibitoire. Alors je finirai quand même par savoir ce qu'on peut tirer des mesures, cette fois-ci, dans les accélérateurs. Est-ce qu'on a détecté des particules de supersymétrie la supersymétrie a été inventée non pas seulement pour donner des particules de matière noire aux astronomes, mais aussi pour, disons, unifier les trois forces. Vous avez ici les couplages, les constantes de couplage des forces électrofaibles, fortes et gravitationnelles. Normalement, elles devraient s'unifier avec des masses qui seraient de 10 puissance 19 GeV. Donc, est-ce qu'on a des signatures dans le LHC de ce modèle SUSY? Je vous retrace les hypothèses de ce modèle. On a des quarks, des leptons, des bosons de gauche et des Higgs dans le modèle standard, qui est en jaune ici. Et on suppose qu'il y a des symétriques. Alors, toutes les particules symétriques, on a un S devant, symétrique du quark, S-quark, etc. Et voici actuellement, par un papier qui est Arvanaki et al. 2014, donc quelque chose d'assez récent, les exclusions qu'ont montré les contraintes du LHC. Alors, ce que vous avez en abscisse, c'est la masse du symétrique du quark top, qu'on va appeler stop, puisqu'il y a S devant. Donc, la masse du stop. Vous voyez que tout ce qui est jaune est exclu aujourd'hui. Ici, on a masse de gluino, donc on a exclu quand même pas mal de choses, mais il y a quand même un espoir dans cette zone blanche. Donc tout n'est pas. En tout cas, la masse du stop doit être supérieure au TeV. Alors tout ça, c'est dans le cadre d'une supersymétrie minimale. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais dire brièvement, dans les quelques minutes qui restent, que ce qu'on appelle par modèle minimal de supersymétrie, il faut dire que ça contient beaucoup de paramètres libres. Donc il y a ce qu'on appelle un modèle contraint, c'est-à-dire qui contraint un petit peu le nombre de paramètres libres. Donc si vous voyez ce genre d'acronyme, c'est quelque chose qui est quand même plus raisonnable, avec le nombre 5 de paramètres libres. Mais aujourd'hui, on a cherché des réactions, des tests sur la désintégration des mésons B, par exemple, qui auraient dû nous donner une petite signature de l'existence de particules au-delà du modèle standard. Et pour l'instant, il n'y a que des réactions qui confirment le modèle standard uniquement. Donc les alternatives, si on a besoin, alors il y en a beaucoup dans la littérature, ça fleurit, les astronomes, les astrophysiciens et les physiciens de particules ont beaucoup d'imagination. Donc ça pourrait être une matière noire tiède, ou alors une matière noire avec une interaction. Alors nous en parlerons la semaine prochaine, tout ce qu'on peut faire avec des interactions fortes ou faibles, ou avec des fusils CDM, je ne dirais pas, quelque chose qui est encore beaucoup plus petit que l'action. Donc là, dans le modèle avec une interaction très forte, on verra que c'est assez difficile de le rendre compatible avec tous les résultats du fond cosmologique et des grandes structures, mais donc tout ça sera pour la semaine prochaine. Et en conclusion, je dirais que, comme vous voyez, la matière noire, c'est vraiment une collaboration très étroite entre les astrophysiciens et les physiciens des particules, donc c'est pour ça qu'on appelle cela astroparticules. Il y a vraiment interaction entre la justification physique du WIMPs à 100 GeV et puis de l'astrophysique. Donc ces candidats étaient pendant des dizaines d'années et encore aujourd'hui le meilleur candidat. Si jamais on n'arrive pas à le détecter, il faudra descendre jusqu'à la gravité. Mais il y a quand même deux points que j'aimerais soulever. Si jamais on découvre par la méthode indirecte un candidat de façon astrophysique, il faudra faire le lien avec la physique des particules. Est-ce que ce sera quelque chose qui sera dans la supersymétrie? On ne le saura pas. Et de même, si on détecte une particule avec le LHC, est-ce que cette particule
sera vraiment abondante dans le milieu, dans l'univers et pourra correspondre à la matière noire. Donc, même s'il y a dans les futures années, on pense qu'il va peut-être y avoir une découverte d'un côté ou de l'autre, mais ça va prendre certainement encore un grand nombre d'années afin de faire le lien entre les deux, le lien entre les astros et les particules. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup.